Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Prière, évidemment, ce n'est pas du tout la même prière. Mais c'est une prière qui a eu lieu, une trentaine de voyageurs ont prié dimanche dernier, ce dimanche dans l'aéroport, en dehors des zones de culte dédiées. Alors voilà, c'était une prière pour l'islam, une prière musulmane. Et ça a fait polémique, c'était une trentaine de voyageurs en partant pour la Jordanie qui se sont inclinés, qui ont fait la prière. Et il y a des lieux, mais ils l'ont fait effectivement dans une des salles de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Et ça a suscité pas mal de polémiques. Et Augustin Romanet a dit oui, c'est fâcheux, c'est la première fois, mais il faut pas trop monter en épingle. Alors, Fadila Marouvi, bonjour. Vous êtes cofondatrice et directrice de l'Observatoire des fondamentalismes à Bruxelles. Vous avez infiltré, on en a parlé, le réseau des frères. Mais, quelque part, je vous demandais, est-ce que c'est vraiment si grave, que ce soit juifs, chrétiens ou musulmans, si des gens ont envie de prier à un moment donné à l'aéroport, sans gêner les passages? Est-ce vraiment si grave? Comme ça, là, on parlera évidemment du reste, mais est-ce que ça vous choque, vous? Alors, pour moi, c'est pas une question de choquer ou pas, c'est qu'est-ce que ça signifie en fait, qu'est-ce que ce geste signifie. Et pour moi, c'est ça où le problème se situe surtout à ce niveau-là. Oui. C'est une démonstration de force qui est en train de se passer. Vous pensez que c'est voulu comme démonstration de force? Je pense, parce que des prières, on en a déjà vu à d'autres moments, dans les rues notamment, que ce soit dans les rues de Paris, il y a d'Europe un peu partout, et c'est vraiment une démonstration. Parce qu'on montre évidemment, et surtout à l'heure actuelle, avec ce qui se passe avec le conflit israélo-palestinien, et on l'abordera un peu plus longuement plus tard, mais ça montre surtout que une visibilité, le fait que la Oumma est bien présente, on est en groupe, parce que bon, quand on voit les images quand même, c'est pas 2-3 individus, c'est quand même tout un groupe, donc ça a un impact et ça évidemment une influence sur la visibilité de l'islam politique, qui est entre autres de se montrer, de montrer les normes islamiques, de s'imposer dans l'espace public, parce que c'est ça dont il s'agit. Alors justement, s'imposer dans l'espace public, et vous dites que, en fait, et vous en parlez depuis longtemps, avec un certain courage, parce que vous êtes, je sais, menacé de mort, enfin vous avez eu beaucoup de réactions très hostiles, mais c'est quoi pour vous? Ça fait partie de l'entreprise politique globale, organisée? Alors, pour moi, c'est la personne avec qui j'ai cofondé d'ailleurs l'Observatoire, donc Florence Bergeau-Blaclair, qui est chercheuse au CNRS, et qui a fait son livre sur le frérisme, et qui elle-même a eu des menaces évidemment, le démontre très bien, c'est-à-dire que on est en train d'essayer de normaliser, de rendre les sociétés charia compatibles, et donc ça passe par quoi? Ça passe par la visibilité des pratiques religieuses, mais qui est posée comme acte politique clairement, c'est-à-dire que ce soit par le marché halal, mais que ce soit aussi par le côté visible extérieur, les signes comme le port du voile, comme le fait de crier Allah Akbar lors de manifestations. Donc c'est toutes ces manifestations qui sont montrées et à l'extérieur contribuent et participent à la visibilité d'un islam qui est plutôt politique, avec l'objet toujours qui est le même, c'est-à-dire une visée califale, une théocratie au bout de course qui est voulue par les frères musulmans. Et qui veut s'étendre au-delà du Moyen-Orient. Tout à fait, c'est la prophétie, le projet califal mondialisé, c'est-à-dire que les frères musulmans ont ce projet, ils le disent d'ailleurs depuis des décennies, que leur projet c'est rendre le monde entier musulman. C'est ça, et sous la bannière effectivement, califale, comme vous dites. Mais est-ce que c'est consubstantiel? C'est vraiment les frères musulmans qui ont établi cette théorie? Parce que ça existait, effectivement, Hassan el-Banna, on le sait, c'est depuis 1928, le fondateur, donc ça fait pratiquement un siècle, etc. Et est-ce que les conflits comme celui qui se passe actuellement au Proche-Orient, enfin qui n'est pas nouveau lui aussi, il a presque un siècle, mais ce qui se passe actuellement entre Israéliens, Palestiniens, à Gaza ou ailleurs, est-ce que ça exacerbe, ça joue quel rôle en fait pour vous, Fadila Maroufi?
Alors pour moi, ce conflit Israël-Palestine, en fait, dépasse complètement le conflit tout simplement d'Israël-Palestine. C'est-à-dire qu'ici, on n'est pas dans une guerre uniquement de territoire. On sait que le Hamas est un groupe qui fait partie de la branche des frères musulmans. On sait que leur objectif, et ils le disent clairement, c'est Israël dehors. Et d'ailleurs, tous les slogans le démontrent. Du Jourdain à la mer. Pardon, oui, exactement. Et d'ailleurs, c'est un slogan qu'on retrouve ailleurs, dans d'autres pays, ailleurs dans le monde, en dehors même de ces pays. On l'entend dans les manifestations qui se passent à Bruxelles, qui se passent à Paris, qui se passent aux États-Unis, qui se passent en Angleterre. Donc clairement, ici, l'objectif, c'est finalement pas 2 États, mais qu'un seul État. Et donc on ne peut pas négocier, évidemment, puisque on entend aussi des personnalités qui disent qu'il faut absolument cesser la guerre, qu'il faut négocier avec les opposants, etc., pour essayer quelque part de sauver les Palestiniens qui sont victimes. Sauf que nous sommes en face de personnes qui ne veulent pas cesser la guerre, qui veulent évidemment éradiquer Israël complètement. Et on le voit à l'extérieur, notamment aussi en Europe et dans nos propres pays. Donc effectivement, vous voulez dire que ça va au-delà du conflit territorial à Gaza et ailleurs. Mais justement, dans ces populations européennes et américaines, on sent aujourd'hui, Charles Gaff parlait du pathos, etc. Ce sont les émotions, ce sont presque les hystéries de part et d'autre qui se manifestent très 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 violemment. Et pour vous, c'est un signe vous appréhendez un futur d'affrontement, je veux dire, ici en Europe et au-delà du Proche-Orient ? Mais écoutez, il y a eu un appel du chef du Hamas qui s'adressait à tous les musulmans, donc toute la Oumma, partout dans le monde, où il appelait à se révolter. C'est Ismail Haniyeh au Qatar, enfin, qui a appelé du Qatar. Oui. Voilà. Et on sent bien que dans toutes les manifestations, il y a, par le biais des cris de Allah Akbar, qui galvanisent les gens, qui fait un appel, en fait, aux musulmans, d'attaquer finalement Israël, mais d'attaquer aussi tous les juifs, en réalité. Parce qu'en réalité, ce qui se passe derrière le mot Israël, le terme antisionisme, c'est le terme juif, et on voit une explosion d'actes antisémites un peu partout dans le monde, des gens qui se font agresser, des insultes, sales juifs, etc. Donc je pense que ça va au-delà. On est clairement dans un antisémitisme qui est en train de se libérer complètement. On voit les propos qui sont tenus contre les juifs, et on sent bien et on voit bien que ce n'est plus juste un conflit entre Israël et Palestine pour deux nations. Mais ça n'a jamais été que les Juifs, puisque, vous savez, c'est le territoire d'islam d'Al-Salam et d'Al-Harb, le territoire de la guerre, effectivement, et c'est au-delà, effectivement, vous savez, mécréants ou pas mécréants, etc., etc. Mais quand même, très sincèrement, il y a énormément de musulmans qui ne prennent pas part à cela, qui n'ont pas du tout envie de rentrer dans une guerre sainte. Et est-ce que il y a de la part des gens dont vous faites partie, mais est-ce qu'il n'y a qu'une minorité de gens qui s'expriment là-dessus, comme vous, ou est-ce qu'il y a quand même beaucoup de gens, enfin moi j'en connais, qui n'ont pas du tout envie de rentrer et qui d'aucune manière. Regardez ce qui se passe quand même avec les accords d'Abraham, on en parlait, il y a quand même toute une partie de la région qui ne s'est pas vraiment exprimée, pas fortement, c'est le moins que l'on puisse dire. Alors, il faut qu'on rappelle que ça fait quand même 40 ans que dans nos pays, nous avons les frères musulmans dans tous les lieux, mosquées ou lieux où se rassemblent les musulmans. Il y a l'idéologie frériste et wahhabiste, en fait, qui ont progressé et qui ont endoctriné plusieurs générations. On est à 3, 4, voire 5 générations d'enfants endoctrinés avec l'idéologie et l'islam politique. Donc finalement, même si nous avons des musulmans qui ne sont pas toujours tous conscients, mais on sent quand même que l'idéologie a bien imprégné, on sent que l'antisémitisme est bien présent, et c'est ça finalement, c'est ce résultat-là. Donc là, quand on dit est-ce que c'est une minorité, je pense qu'il y a une minorité surtout de personnes qui sont capables de voir que nous avons affaire à des frères musulmans qui sont capables de voir qu'il y a eu un endoctrinement et qu'il y a eu qu'il y a un impact sur la jeunesse musulmane, mais il y a quand même une minorité qui se laisse dangereusement en fait prendre par tous ces récits, par tous ces discours. Et on le voit notamment par le fait que quand on regarde quand il y a eu le massacre le 7 octobre en Israël, on a eu très très peu
voire quasiment pas vraiment de voix qui se sont élevées. Tous les gens qui d'habitude vont fêter le vivre ensemble avec la communauté juive ou chrétienne, etc. Là, on les a pas entendus non plus nommer les choses et dire le Hamas est un groupe terroriste. Ça a été plutôt un silence très très lourd. On va en parler, on va continuer à en parler après une petite pause. À tout de suite. 0826 300 300, bien sûr, à tout de suite. Avec Fadila Maroufi, cofondatrice et directrice de l'Observatoire des fondamentalismes à Bruxelles. On parlera du Café Laïque d'ailleurs, c'est à Bruxelles, hein, bien sûr. C'est à Bruxelles et à Paris. Et à Paris, c'est ça. On va en parler. Alors juste, je voulais vous demander, que pensez-vous? Vous parliez des actes antisémites, etc. Mais on vous répondra aussi, oui, mais ceux qui dénoncent les actes antisémites ne dénoncent pas les bombardements israéliens à Gaza. Il dit voilà, oui, alors comme les autres disent, oui, on n'a rien dit sur effectivement les massacres du 7 octobre et des tortures, etc. Mais les autres ne disent pas grand-chose sur ce qui se passe aujourd'hui à Gaza avec des milliers de morts. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors, Israël a été attaqué le 7 octobre. Il y a eu un véritable massacre qui a quand même tué plus de 1500 personnes et ils ont kidnappé plus de 230 personnes, enfants, femmes, etc., qui sont toujours en otage auprès du Hamas. Quand les gens appellent Israël pour demander justement de négocier ou de cesser cette guerre, ils oublient quand même qu'il y a toujours des otages et qu'on ne peut pas négocier non plus avec un groupe terroriste ils ne veulent pas négocier. Ils veulent l'extermination d'Israël, ils veulent éradiquer d'Israël. On ne peut pas négocier avec des gens... Ils l'ont dit d'ailleurs. Et ils le disent. Oui. Donc on ne peut pas négocier avec des gens qui ne veulent pas négocier. Et ça, on l'oublie très souvent. Je pense qu'Israël a évidemment... doit attaquer. Il ne peut pas faire autrement. Parce que cesser cet affrontement ou abdiquer ferait que, évidemment, on prendrait ça comme une faiblesse de leur part et une faiblesse aussi du monde occidental. Donc je pense que là, malheureusement, c'est un fait et il faut en tenir compte. D'autre part, Israël a demandé justement à créer un passage pour les Gazaouis pour qu'ils puissent partir. Or, le Hamas leur interdit le départ parce qu'ils se servent des gens comme boucliers humains. Donc, au moins, je serais, on va dire, les personnes qui veulent absolument la paix dans cette région, qu'ils mettent pression sur le Hamas justement pour, qu'il libère les otages et deuxièmement, qu'ils demandent à ce que le Hamas se livre et pour cesser enfin la guerre. Qui ne dirige pas, oui, qui ne dirige plus là. Alors, juste par rapport à l'Occident, vous parlez des actes antisémites ou autres, enfin, ou anti-israéliens, ou anti-sionistes. Vous parlez des réactions de l'Occident et vous les trouvez très mitigées. Juste un mot, il y a une ex-employée du Quai d'Orsay qui a arraché des photos, on l'a vu dans tous les réseaux sociaux, qui a arraché des photos d'otages du Hamas à Paris. Sophie Pommier, pour ne pas la nommer, on l'a vu en train d'arracher des affiches d'otages, d'otages israéliens. Et elle a dit oui, Israël assassin, etc. Pour vous, c'est un climat, c'est quoi? Et je parle pas seulement de cet accident ou incident, mais dans l'Europe et en Occident. Oui, ça démontre plusieurs choses. Tout d'abord, cette personne fait partie et membre du comité éditorial de l'Orient 21, qui est une revue des sciences humaines dirigée par Alain Grèche, et qui est aussi un compagnon de route de François Burgat. François Burgat, qui, on sait, a toujours soutenu les frères musulmans et continue de les soutenir. Et d'ailleurs, il a fait partie des personnes qui ont participé à la campagne contre Florence Bergeau-Blaclair, qui a lancé les attaques. Donc, elle fait partie de ces gens, notamment à l'université, qui ont été éduqués et qui ont fait propager en fait et qui ont aussi fait diplômer des frères musulmans au sein de nos universités, qui ont gangréné donc les universités, et ce qui fait que nous avons des personnes qui sont islamo-gauchistes ou qui sont même collaborateurs, parce que pour moi ce sont des collabos, et je pense que collabos, vous y allez pas un peu fort quand même, on n'est pas occupé par l'État islamique en France.
C'est quand même tout comme. Quand on voit les actes, ce qui est en train de se passer, quand on voit les attentats qu'il y a eu, ce n'est pas rien. Quand on voit les actes antisémites, ce n'est pas rien. D'ailleurs, les actes antisémites ne datent pas d'hier, ils ne datent pas que depuis le conflit israélo-palestinien. On va se souvenir quand même de Sarah Halimi, la manière dont elle a été assassinée, massacrée aussi, et d'autres actes antisémites qui a été du même ordre. Oui, mais le Bataclan, c'était pas antisémite, c'était autre chose, c'était une attaque islamiste contre l'Occident. Contre l'Occident. Donc il y a les deux en fait. Il y a ça qu'il faut pas oublier. Charlie Hebdo, c'était pas contre les Juifs de Charlie Hebdo. Mais si vous voulez, en fait, le conflit Israël-Palestine permet aux islamistes de rassembler l'Oumma autour d'une problématique. Et donc c'est à ça qu'on peut mettre en lien avec le reste des attaques. Et donc c'est pour ça que pour moi il n'est effectivement pas le problème n'est pas que le conflit israélo-palestinien, il va beaucoup plus loin et s'attaque à l'Occident, il est lié à l'Occident. Si on parle des États-Unis, on a très souvent aussi lié les États-Unis et les sionistes ou les Juifs. On l'a vu aussi avec le 11 septembre, on a tout de suite les complotistes ont dit ce sont les Juifs qui étaient derrière ces attaques, c'est pas du tout Ben Laden, etc. ou Al-Qaïda. Donc on voit que très souvent en fait il y a un parallèle qui est fait entre les deux. Ouais, alors que, juste un mot, il y a les 3000 morts du 11 septembre qui étaient dans les Twin Towers, sont affichés sur le mur, là, tout le monde, ceux qui vont à New York peut y aller. Il y a beaucoup de non-juifs dans ces 3000. Donc, on avait dit, vous savez, qu'on avait averti les juifs de quitter l'eau avant vers le 10. Mais, pour terminer avec ça, Fadila, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, Café Laïque, parlez-nous du Café Laïque. C'est quoi? Alors, quand on dit qu'est-ce qu'on peut faire, ce qu'on peut faire d'abord, c'est armer les gens au niveau argumentaire. D'abord, savoir de quoi on parle. Et armement intellectuel, évidemment. Intellectuel, parce que je vois déjà les gens qui vont crier en disant, c'est d'abord comprendre ce à quoi on a affaire. Jusqu'à présent, en fait, on n'a pas essayé de comprendre les phénomènes, ou en tout cas, on l'a vu sous un prisme avec le regard et la pensée occidentale. Mais il faut se mettre à la place d'un musulman. Et c'est pour ça que des gens, on va dire, de personnes issues de familles musulmanes commencent à se lever, même s'ils ne sont pas nombreux, mais ils existent, comme Boualem Sansal ou d'autres d'ailleurs, le disent parce qu'ils ont une expérience avec les années noires en Algérie, puis dans d'autres pays. C'est qu'on sait très bien qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qui se cache derrière. Donc il faut voir avec le regard de ces personnes et de se dire ce qu'ils veulent, c'est un califat mondialisé. Donc il faut comprendre finalement ce à quoi on a affaire. À partir du moment où on comprend ce à quoi on a affaire, on peut mettre des solutions. C'est pour ça qu'au Café Laïque, notre objectif, c'est d'abord que les citoyens soient au courant de ce qui se passe, qu'on puisse aborder les sujets d'une manière libre et qu'il n'y ait pas de tabou, et ensuite effectivement armer avec des arguments, armer intellectuellement pour que les gens comprennent, pour qu'ils puissent analyser la situation et ensuite trouver des solutions concrètes. Vous avez un site? Alors, il y a le site, c'est www.cafla.be. Cafla. C-A-F-L-A, tout attaché, .be. Voilà, pour ceux qui sont intéressés, qui ont envie de suivre, cafla.be. Alors c'est à Bruxelles et à Paris. .be, c'est tout. Voilà. Très bien. Merci Fadila Maroufi. Merci à vous. Merci Fadila Maroufi d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes cofondatrice et directrice de l'Observatoire des fondamentalismes à Bruxelles. On va se retrouver dans un instant sur